Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Hier, mercredi 19 juin 2024, était jour de pose de la première pierre du centre de production des cartes nationales d'identité en 48 heures dans la ville de Douala. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Inès Mingue pour les précisions. Le projet d'établissement des cartes nationales d'identité en 48 heures, annoncé par le délégué régional à la sécurité nationale, pourrait voir le jour d'ici la fin d'année. Ce mercredi 19 juin 2024, la cérémonie de la pose de la première pierre du centre de production de ces documents d'identité s'est déroulée à Douala en présence du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, et des autorités administratives et locales. Et lorsque certaines promesses sont réalisées, il faut aussi le reconnaître, parce que nous sommes toujours prêts à critiquer lorsque ça ne suit pas. Mais une fois que ça suit, il faut, n'est-ce pas, dire merci au chef de l'État pour cet engagement, surtout que nous sommes dans la région la plus densément peuplée. Donc nos populations vraiment se sentent très soulagées. Ce système, fruit d'un partenariat entre le Cameroun et la société allemande Argentique, permettra de simplifier et d'accélérer considérablement le processus de délivrance des CNI. En effet, depuis plusieurs années, obtenir sa carte nationale d'identité est un véritable calvaire pour les citoyens. Le nouveau système d'identification sécuritaire permettra de réduire considérablement ce délai. En plus de la rapidité accrue, le nouveau système d'identification sécuritaire offrira également une meilleure sécurité. La CNI sera dotée de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui la rendront plus difficile à falsifier. Et toujours hier, mercredi 19 juin 2024, s'est tenu le forum des femmes pour la paix et la sécurité sociale dans la ville de Yaoundé. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui a tenu à rappeler le rôle important de la femme dans la société. Des précisions avec Marie-Rose Ngandonga. La femme joue un très grand rôle dans le métier de la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Cameroun à travers leurs expériences et les perspectives uniques dans la quête de la paix et le développement durable. Aujourd'hui, nous célébrons les efforts des femmes à travers le Cameroun, des femmes qui travaillent sans relâche pour construire des passerelles de compréhension et d'harmonie au sein de nos communautés. En effet, ces dernières années, le Cameroun a été confronté à des défis importants qui ont mis à l'épreuve notre résilience et notre unité, dont la conséquence immédiate fut la fragmentation de la société, passant par des conflits et des développements internes, sans oublier le bouleversement socio-économique. Face à tous ces défis, les femmes se sont levées pour être des véritables piliers de consolidation de la paix et de la réhabilitation sociale des communautés. Qui a à sa tête une femme exceptionnelle, a démontré son engagement à soutenir ses efforts, transformant chaque défi en opportunité. Nous voulons vous assurer de notre soutien sans faille, Madame la directrice exécutive de Richard Cameroun, ainsi que tous nos partenaires qui nous accompagnent dans ces actions. Nous remercions tout particulièrement le gouvernement du Canada d'être resté fidèle à sa vocation de promotion de la femme, de la paix et de la sécurité dans le monde entier. Les actions de ces associations humanitaires sont innombrables dans toutes les 10 régions du Cameroun. Les déplacés étaient tellement frustrés, leur insertion sociale n'a pas été facile, mais grâce à l'ONG PISA, à travers ces multiples formations, ils nous ont donné des méthodologies de recasement basiques. L'insertion totale était difficile. Mais grâce à l'ONG, nous avons pu conscientiser la population haute qui a aidé ces personnes à s'intégrer en donnant les portions de terrain. C'est avec l'appui du gouvernement du Canada que ces braves Amazones mènent bien les activités. Le décor pour auréoler ces grandes initiatives était donc planté
à travers les différents stands pour valoriser le savoir-faire de la femme et de la jeune fille camerounaise. Et à la suite de cette information, mesdames et messieurs, nous parlons à présent de la lutte contre le mauvais état des infrastructures routières dans le département du Mongo. Les autorités administratives de cette partie du pays prennent des mesures radicales pour la réhabilitation de la nationale numéro 5 avec un financement d'environ 11 milliards de francs CFA. Voyons cela avec Quentin Etapé et Lazare Tchabou dans ce reportage. Afin de répondre aux instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la réhabilitation urgente de la route nationale numéro 5, le préfet du Mongo, Yves Bertrand Nwendjana, a inspecté l'état dégradé de cette voie essentielle reliant Douala au Grand Ouest. Le chef de l'État a alloué 11 milliards de francs CFA pour ces travaux cruciaux. Et depuis un moment, elle fait l'objet d'une dégradation avancée. Il était question pour nous de toucher du doigt cet état de choses, d'une part, et surtout de rassurer les populations de ce que des mesures sont prises par le gouvernement à travers le ministère des Travaux publics. Donc ces mesures consistent à des actions d'urgence, c'est-à-dire le traitement des points critiques pour que la route continue à être fluide afin de faciliter le mouvement des personnes et des biens. Lors de sa visite d'hier mercredi, le préfet a pris des mesures immédiates pour l'entretien et la réhabilitation de la route. Il a rappelé que la dégradation n'est pas seulement due à l'usure, mais aussi à l'incivisme des populations locales, comme le dépôt d'immondices et le mauvais drainage. Ça se fera sur les points critiques. Lorsque nous arrivons sur un point d'accident, nous reconstituons la société de la couche de fondation, la couche de base, jusqu'à la couche de revêtement avec un béton bitumineux. Donc c'est toutes les couches. Lorsque nous arrivons sur un point critique, nous allons reconstituer toutes les couches qui sont mises en œuvre jusqu'au revêtement en béton bitumineux. Le préfet a donné des instructions fermes à l'entreprise captée chargée des travaux pour assurer une réhabilitation durable. Il a également appelé à une synergie entre les autorités administratives, les maires et les chefs traditionnels pour préserver ce patrimoine routier. Les travaux sont en cours et la route est désormais sécurisée pour les usagers. Une vigilance accrue est recommandée pendant cette période de vacances pour garantir la sécurité de tous. Et en ce jeudi 20 juin 2024, comme tous les 20 juin de chaque année, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés afin de rendre hommage à tous les réfugiés à travers les 4 coins du monde. Et pour cette édition 2024, le thème est porté sur la solidarité avec les personnes réfugiées. Jean-Paul Kéba. En effet, cette journée met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés, tout en contribuant à sensibiliser la classe politique et à mobiliser les ressources dont l'objectif est la survie et l'épanouissement des réfugiés. Chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Faire preuve de solidarité, c'est garder nos portes ouvertes, reconnaître les atouts et les réalisations des personnes réfugiées et réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées, a déclaré Haut Commissaire pour les réfugiés, en abrégé HCR. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, les conflits et catastrophes ont poussé 75,9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays à se déplacer à la fin de 2023. Ce nombre a augmenté de 50% pendant les 5 dernières années, selon l'ONG, dans son rapport annuel publié à Genève. Les catastrophes, ils ont obligé 7,7 millions de personnes à échapper et vivre ailleurs. Quant à la violence et les conflits, ils sont les principales causes de ces déplacements forcés avec 68,3 millions de réfugiés. Et la région de la Damawa, quant à elle, se joint au reste du monde pour célébrer la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, occasion de rappeler aux populations l'urgence d'une bonne gestion des terres. Belmont Ziwa.
Le manque d'arbres dans la plupart des cours de récréation de certains établissements scolaires de la ville de Ngaoundéré expose les enfants aux chaleurs intenses étant donné le manque d'ombrage. Toutefois, cela ne sera plus qu'un souvenir lointain car la délégation régionale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable de la Damawa a décidé de planter des arbres et sensibiliser les parents, les élèves et les enseignants dans ces écoles depuis le 18 et jusqu'au 20 juin dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la 30e journée mondiale de lutte contre la désertification. Donc nous sommes là pour accompagner toutes les parties prenantes, les populations, l'école, la société civile avec laquelle nous sommes ici, pour planter les arbres. Pour apporter leur soutien à cette initiative, les entreprises, les communautés, les organisations de la société civile et les acteurs du secteur éducatif se sont mobilisés conjointement afin de creuser et de mettre les jeunes arbres sous terre. Nous avons planté presque 50 quelque chose de pieds d'arbres pour que au futur ça donne l'ombrage, comme je l'ai dit. Vu que chez nous on dit souvent une action, un sourire, et nous avons mené cette action pour que ça donne un sourire à notre futur. Comme la désertification et la sécheresse font partie des problèmes environnementaux les plus préoccupants de notre époque, avec près de 40% de la surface terrestre mondiale déjà considérée comme dégradée, la célébration de cette journée dans la région de la Damawa a été plus pragmatique que protocolaire. Je voudrais que quelques élèves et les parents, les enseignants, on se met à côté, juste à côté des plans là, pour que nous puissions faire la démonstration et qu'on mette directement le plan en terre. Placé sous le thème « Unis pour la Terre, notre énergie, notre avenir », la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est axée cette année sur l'avenir de la gestion des terres et vise à mobiliser tous les composants de la société pour en assurer une gestion durable. Et parce que l'heure est grave, l'ONU a décidé de l'organisation chaque année de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Et revenons sur la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée hier, mercredi 19 juin 2024. C'était l'occasion pour la rédaction de My Media Prime Télévision d'aller à la rencontre d'un professionnel de la santé pour mieux comprendre cette maladie génétique. Écoutons. Plus que jamais, la drépanocytose est au centre des discussions. Cette semaine dédiée à la lutte contre cette maladie génétique a permis à My Media Prime Télévision d'aller à la rencontre du docteur Ngou Ernest, pédiatre dans un centre hospitalier à Douala. Il revient sur le symptôme primaire de la maladie, la douleur. Ce qui déclenche la douleur est que chez l'enfant drépanocytaire, il se trouve que son hémoglobine qui est SS, dans des conditions défavorables, très souvent c'est la fièvre, le froid aussi, la famine, le stress, les maladies, il va se déformer. Il va faire ce qu'on appelle la fasciformation et prendre une forme tactoïde, une forme rigide des extrémités. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'arrivé où il y a un petit vaisseau, ce globule rouge chez le drépanocytaire qui a déjà pris une forme tactoïde, une forme rigide, ne peut plus se déformer. Ce qui résout, ce qui bloque le passage. Il bloque d'abord son propre passage, secondairement, dans le passage de tous les vaisseaux, tous les globules rouges qui vont arriver. Et lorsqu'ils ne peuvent plus s'alimenter, ils vont se former et un cycle vicieux va se développer à ce niveau. Avec le temps, les globules rouges qui arrivent vont se former et bloquer complètement le passage. Ceci déclenche à ce moment-là la douleur. Plus loin, il aborde le sujet de l'espérance de vie d'un drépanocytaire. L'espérance de vie d'un enfant qui souffre de la drépanocytose est dépendant du soin que cet enfant a subi au cours de sa vie. Plus il a les crises, moins son espérance de vie. Okay? Et moins il a les crises, plus son espérance de vie s'augmente. Il peut atteindre 60 ans, 70 ans, il peut vivre normalement comme toi et moi. Et concernant l'aspect curatif de la drépanocytose, on se dit d'emblée que ce n'est pas curable parce que cela suppose changer le germe qu'il a hérité de ses parents, changer la personne qu'il est. Et ça consiste à changer tout simplement la moelle osseuse qui
qui est l'organe ou qui est le lieu où est fabriqué ce sang. On enlève sa moelle osseuse et on met pour quelqu'un d'autre. Pour lui, il doit prendre de l'eau de façon quotidienne, à quantité suffisante, déterminée par son médecin traitant, et se fait suivre de bout en bout par son médecin. L'alimentation est idéale pour ce genre d'enfant, un aliment très équilibré. Ainsi, l'heure est à la sensibilisation de la population. Et nous parlons culture à présent. Élection Miss Cameroun 2024. Les préparatifs s'intensifient à grands pas. La finale nationale de la compétition est prévue pour le 28 juin prochain dans la ville de Yaoundé. Les détails dans ce reportage de Jean-Paul Kébin. Initialement prévu le 22 juin, la date a été revue et programmée pour cette fois la grande finale au Palais Polyvalent des Sports le 28 juin 2024. À cet effet, le ministre des Arts et de la Culture a reçu en audience le 18 juin dernier Madame la directrice générale du Comica et tout son staff pour présenter l'état des lieux de ce grand rendez-vous de la beauté. Déjà, je tiens à remercier Monsieur le ministre des Arts et de la Culture de nous avoir reçus et de nous avoir toujours soutenus lors de tout ce que nous avions eu à faire. Et je tiens aussi à remercier les responsables du ministère qui nous ont toujours facilité la tâche. Maintenant, nous avons terminé avec toutes les sélections régionales. Nous entrons dans la phase de la grande finale qui est la phase la plus importante. La finale est prévue pour le 28 juin au Palais Polyvalent des Sports. Dans la finale nationale, nous avons des activités telles que le concours Miss Cuisine, Miss Talent, Miss Top Model et Miss Intellect. Ces concours sont là pour juger un peu plus les filles. Parce que vous savez, la finale, ce n'est pas que l'élection, ce n'est pas que la finale nationale. Il y a des concours avant pour voir qui peut mieux nous représenter, qui peut mieux représenter le Cameroun et mieux nous représenter à l'international. Pour cette année, des innovations et une grande particularité au rendez-vous. L'année dernière, nous avions deux candidates, cette année, 2 candidates par région. Cette année, nous sommes revenus sur 3 candidates par région. Mais nous allons primer uniquement la Miss et les 2 dauphines. Auparavant, nous avions une Miss et 5 dauphines, mais là, depuis l'année dernière, nous avons une Miss et 2 dauphines afin de mieux primer et mieux nous occuper de leur mandat. Après les sélections dans les différentes régions de notre pays qui se sont achevées le 26 mai dernier avec Miss Sud, Centre et Est, tous les yeux sont donc rivés sur les préparatifs de la grande finale. Et en attendant ce grand rendez-vous, pour terminer, nous parlons de l'actualité africaine. C'est un deuxième mandat pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La cérémonie d'investiture était hier mercredi en présence de nombreuses autorités. Hermine Dolo. Cyril Ramaphosa a prêté serment pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud hier mercredi à Pretoria. La cérémonie solennelle marque le début d'une nouvelle ère promise par le président réélu vendredi dernier par le nouveau Parlement. Monsieur Ramaphosa doit maintenant nommer un cabinet au sein d'un nouveau gouvernement de coalition après que son parti, le Congrès national africain, ait perdu sa majorité parlementaire lors des élections du mois dernier. Il a été réélu président par les législateurs vendredi dernier après que le principal parti d'opposition et un troisième parti plus petit ait rejoint l'ANC dans un accord de coalition pour le gouvernement l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Il devra diriger le premier gouvernement de coalition dans lequel aucun parti n'a la majorité. Au moins 3 partis formeront ce que l'ANC appelle un gouvernement d'unité nationale et d'autres seront invités à le rejoindre. Des chefs d'État africains, anciens et actuels, ainsi que des diplomates ont assisté à la cérémonie d'investiture alors que M. Ramaphosa entame ce qui promet d'être un dernier mandat difficile. La cérémonie comprenait une slave de 21 coups de canon de la garde présidentielle et un défilé aérien de l'armée de l'air sud-africaine au-dessus des bâtiments de l'Union. Des musiciens et des danseurs sud-africains ont diverti des milliers de citoyens qui ont assisté à la prestation de serment du président. S'adressant à la nation, M. Ramaphosa a déclaré que le peuple s'était exprimé et que sa volonté serait respectée. Si les propos de M. Ramaphosa sont censés rassurer une population déjà en proie à des difficultés économiques, la nouvelle administration pourrait s'avérer difficile à diriger.
Et voilà qui referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Prochain rendez-vous de l'information, cette fois-ci en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Bye bye.